Bonsoir à tous. Bonsoir Bonsoir à tous. Désolé pour ce retard, on a eu des petits Bonsoir. problèmes techniques. On a eu des petits problèmes techniques pour pouvoir connecter notre intervenant, monsieur Cacciutolo. Donc ça y est, on est là tous les trois. Donc on va pouvoir maintenant vous parler. Donc bonsoir à tous en tout cas. Alors ce soir, on a le plaisir d'accueillir Christian Cacciutolo. Bonsoir Christian. Bonsoir à tout le monde. Merci pour l'invitation. Alors Christian Cacciutolo, c'est le dirigeant de l'UNEP. J'y reviendrai par la suite. C'est également un des associés fondateurs d'une société bien connue du monde de la pierre-papier qui s'appelle Sofidy. Et donc ce soir, nous allons avoir un vaste sujet de discussion. On vous invite fortement à être interactif, à nous poser toutes les questions possibles. Nous allons parler donc de pierre-papier, de SCPI, de SCI. Autant vous dire que la pierre-papier a connu un petit été agité sur les valeurs de part et sur la presse financière qui aujourd'hui fait un nombre d'articles importants. Il était pour nous, avec Hélène et pour tout le cabinet, essentiel de faire un point. Qui de mieux aujourd'hui de demander à Christian d'être parmi nous. Alors pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos webinaires, on en est au 3e webinaire avec Christian Cacciutolo. Il était intervenu pendant la crise du Covid. Et puis on avait fait un webinaire un petit peu plus pédagogique il y a 2 ans sur les SCPI et comment ça fonctionne. Et là, je pense qu'aujourd'hui, ça s'avérait essentiel de faire un point sur la pierre-papier. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de refaire un point rapide sur le Centre du patrimoine, présenter l'UNEP pour que vous connaissiez un petit peu le contexte dans lequel on évolue. On va bien évidemment animer ce webinaire avec Hélène, que tout le monde bien sûr connaît, mon associée et épouse. Et n'hésitez pas à utiliser donc l'onglet questions pour nous poser des questions en live. On essaiera d'y répondre. On a à peu près 1 heure devant nous pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc, on vous souhaite un très, très bon webinaire. Et comme l'a dit Hélène, encore désolé pour ce souci technique. On pensait vraiment à 1 minute près de ne pas réussir à connecter Christian Cacciutolo, mais on y est arrivé. Donc, comme quoi, rien n'est impossible. Belle soirée à tous et bon webinaire. C'est les joies du direct, j'ai envie de dire. C'est les joies du direct, tout à fait. Alors, ce soir, on va faire un point sur l'état du marché, donc des SCPI et des SCI. On va essayer de parler de perspectives et à quoi on peut s'attendre dans les prochains mois. Christian, pour le coup, est dans la pierre-papier depuis les années 80. Ça nous rajeunit tout ça. Création de Sofidy. Donc, il a déjà vécu, on va dire, la période de 90. On pourra y revenir et parler un peu s'il y a des symétries ou pas par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en 2023. Alors, pour revenir sur le Centre du patrimoine, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou pour mieux nous connaître, on a été créé donc en 2001. Aujourd'hui, on conseille un peu plus de 450 familles au quotidien. On est une société à l'actionnariat familial et on développe bien sûr la proximité, la réactivité et la stabilité de la relation dans le temps, ce que nos clients apprécient fortement. Il était pour nous important donc de faire un focus sur Christian. Christian va se présenter bien évidemment, mais Christian, moi je le connais depuis quelques années, puisque ça fait près de 25 ans, depuis que j'ai démarré. On a démarré, voilà, j'allais dire ensemble. Christian avait déjà quelques années avant, mais pour le coup, c'est vrai que j'ai démarré rapidement avec Christian. Christian a créé une association d'épargnants qui s'appelle l'UNEP et qui avait la volonté de promouvoir la pierre-papier au travers des contrats d'assurance vie. Après avoir été associé fondateur de Sofidy, il en est resté associé fondateur jusqu'en 2018, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, il est toujours au conseil de surveillance des SCPI, entre autres d'Imorande, si je ne me trompe pas. Donc, l'UNEP, aujourd'hui, c'est plus de 20 ans, c'est plus de 900 partenaires CGP, c'est plus de 150 sociétés de gestion, c'est plus de 700 fonds référencés, dont 15 SCPI et 3 SCI. 4 compagnies d'assurance et un partenariat qui dure depuis près de 20 ans avec le Centre du patrimoine. Alors, Christian, est-ce que tu peux un peu te présenter? Est-ce que je pense que j'ai dépeint les grandes lignes, mais rapidement, pour que nos clients ne te connaissent plus. Effectivement, tu as dépeint les grandes lignes et tu as dit l'essentiel. En fait, l'objet de l'UNEP initial, c'était de ne travailler déjà qu'avec des conseils en gestion de patrimoine indépendants. On ne fait pas de clientèle directe. Et l'idée, c'était de réunir tous les clients des conseillers en gestion de patrimoine qui souscrivent ou qui adhèrent à nos produits au sein d'une association, ce qui nous permet de discuter d'une seule voix auprès des institutionnels. Et il faut savoir que du coup, ça nous donne beaucoup plus de force. Je peux vous donner 2-3 exemples.
Un premier exemple, c'est qu'on a réussi à baisser les frais de gestion des contrats. Et quand on a une action auprès de l'assureur, tous les adhérents en bénéficient. On l'a fait 2 fois depuis la création d'un de nos contrats. L'autre exemple, ce que je ne souhaite pas que ça se reproduise, mais en 2008, il y a eu un petit sujet de crise financière et il y a un certain nombre de compagnies d'assurance ou qui ont été absorbées ou qui auraient pu disparaître ou qui ont été changées de nom. Et dans le cadre associatif, on peut déplacer un contrat d'une compagnie à une autre quand c'est justifié sans perdre l'antériorité fiscale et sans affecter la provision mathématique. En gros, je dirais que réunir tous les clients de l'UNEP au sein d'une association nous permet de discuter avec beaucoup plus de force auprès des institutionnels. Et l'UNEP est dotée des mêmes outils, que ce soit informatique, juridique, que les compagnies d'assurance, qui nous permettent de nous matcher avec eux en permanence et de garder notre indépendance. Alors, pour le coup, vous l'avez compris, Christian est toujours au service des épargnants et c'est ce qui a fait qu'on a travaillé et on travaille avec lui depuis plus de 20 ans. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet de la pierre papier, de la SCPI et des SCI, profiter de l'expérience de Christian pour lui poser un maximum de questions. Nous, bien évidemment, on va aborder le marché, on va revenir sur le marché de la SCPI et de la SCI et de l'immobilier en particulier. Et puis après, le but du jeu, c'est vraiment d'échanger et de répondre à vos questions sur lesquelles vous pourriez aujourd'hui avoir des interrogations. Alors, premier point qui était important, c'était de revenir sur la collecte des SCPI depuis, on va dire, quelques années. C'est vrai que la collecte des SCPI s'est envolée dans les années 2020, 2021, 2022. Pour connaître une des plus belles années en 2022 en termes de collecte. Et puis 2023, pour le coup, le marché se grippe un peu sur ce premier semestre. Je ne suis pas revenu dessus, mais c'est vrai qu'on a fait un webinaire en juillet sur les SCPI, la SCI et l'immobilier. On avait parlé donc de la remontée des taux d'intérêt qui sont bien sûr une incidence directe aujourd'hui à ce qui a pu se passer sur le marché des SCPI dans ce premier semestre. Christian, est-ce que tu peux revenir un peu sur ce marché, ce qui s'est passé depuis 2023, le premier semestre, 2022 qui est une année exceptionnelle? Alors, en fait, il s'est passé, je dirais, presque 3 choses. La première des choses, il y a eu une montée des taux très importante, ce qui fait que le coût d'acquisition d'un bien immobilier est devenu beaucoup plus cher qu'historiquement. Ce qui fait que globalement, lorsqu'on empruntait, et donc un grand nombre d'investisseurs empruntant à 1,5 pouvaient acquérir de l'immobilier avec une rentabilité de 4 ou 5, et donc il y avait un spread ou en tous les cas un différentiel qui était très favorable. Et tous ces investisseurs ont disparu avec la montée des taux, ce qui fait qu'en réalité, du coup, là, on applique la loi du marché de l'offre et de la demande, et ayant beaucoup moins d'investisseurs, je dirais, face aux biens à vendre, globalement, ça fait que les acheteurs ont repris la main sur les vendeurs, puisqu'on ne se bagarre plus pour acheter un bien, et du coup, ça fait mécaniquement baisser les biens. Mécaniquement, puisque c'est pas la course, je dirais, à celui qui sera le plus offrant. Mais la grosse différence qu'il y a aujourd'hui par rapport aux années 93, c'est que pour moi, c'est pas une crise de l'immobilier pour l'instant, c'est plutôt une crise du financement de l'immobilier. Parce que contrairement aux années 93-2000, en 93-2000, il y avait de plus en plus de locaux vacants et le niveau des loyers ne cessait de baisser, puisqu'il y avait beaucoup de locaux vacants. Si tu me permets, Christian, ça veut dire qu'en gros, les fondamentaux sont encore là, j'ai envie de dire, s'ils sont plutôt bons, mais c'est plus qu'aujourd'hui, il y a des problèmes pour pouvoir trouver du financement. C'est ça que tu es en train de nous dire, en fait. En tous les cas, la conséquence de ce que tu viens de dire fait que ça provoque une baisse, mais comme tu le dis, les fondamentaux sont tellement là qu'on voit que, en tous les cas, sur les SCPI, le niveau des dividendes perçus a augmenté en 2022 et également en 2023. C'est-à-dire qu'en 2023, le montant des dividendes, de la moyenne des dividendes de toutes les SCPI va augmenter et a déjà augmenté. Vous allez le voir là, le troisième bulletin trimestriel obligatoire
en termes d'information dans le cadre de la réglementation des SCPI va paraître à la fin du mois, puisque les dividendes vont être versés. Et on constate qu'il y a une augmentation des dividendes qui va s'opérer cette année, alors qu'il y a une baisse du prix de l'immobilier. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. C'est exactement ce que tu dis. Les fondamentaux sont là. Alors qu'on se mette bien d'accord. Les fondamentaux sont là. Pour les SCPI, je ne dirais pas qu'ils sont bien gérés, mais qui sont normalement gérés. Alors, donc, ce que j'aimerais, Christian, pour nos clients qui comprennent, il y a plusieurs choses. Tu parles des dividendes qui augmentent. Donc, ce qu'il faut qu'ils regardent, le dividende, il y a le montant en valeur qui est servi par part. Et il y a le taux de rendement affiché facialement par la société de gestion. Donc, ce que Christian évoque, c'est qu'aujourd'hui, en valeur, le montant des dividendes augmente. D'accord ? Et ça, c'est important de comprendre que si les dividendes augmentent, c'est pour deux raisons. Petit 1, c'est qu'il n'y a pas de tension sur le marché locatif aujourd'hui pour trouver des locataires, puisque les taux d'occupation financiers augmentent et sont plutôt bons sur la plupart des SCPI aujourd'hui. Et petit 2, les indexations propres à l'inflation, les sociétés de gestion arrivent aujourd'hui à les pratiquer. On est OK là-dessus, Christian ? On est globalement OK. C'est-à-dire que tu viens de dire, normalement, quand on estime un bien, on recapitalise les loyers sur une période et ça nous donne la valeur du bien. Ensuite, on pondère cette valeur du bien en fonction de la qualité du bien. Est-ce que c'est de la pierre de taille ou est-ce que c'est du bardage ? Et si on applique cette méthode, eh ben, il s'avère que les loyers augmentant, normalement, la valeur vénale du bien augmenterait. Mais ce qui se passe, c'est que comme il n'y a plus d'acquéreurs, les gens qui ont besoin de cash ou de liquidité vendent moins cher que les estimations qui sont faites. Et donc, ça entraîne vers le bas la valeur des biens qui sont à vendre et qui ne trouvent pas d'acheteurs. Pour caricaturer, un monsieur qui a une maison qui vaut, je veux dire un chiffre, d'1 million d'euros, même si elle vaut réellement 1 million d'euros, s'il a besoin de 800 000 euros pour faire une autre acquisition parce qu'il souhaite absolument déménager, s'il ne trouve pas d'acheteur à 1 million, s'il en trouve un à 800 000, à un moment donné, il va céder, il va vendre 800 000. Ça, c'est un point qui est quand même extrêmement important. Ça veut dire qu'en fait, dans le moteur de performance d'une SCPI, il y a la valeur du bien et il y a la valeur des loyers. Et aujourd'hui, la valeur des loyers est à la hausse. Ce qui voudrait dire que techniquement, les SCPI qui ont besoin de vendre ou celles qui ont mal à acheter ont du mal à trouver des acquéreurs. Donc, elles baissent le prix des biens qu'elles ont pour pouvoir acquérir de nouveau de liquidités. Et ce que je dirais pour être, très clair, globalement, ces SCPI, ce sont des SCPI qui, à un moment donné, ont peut-être, ou SCI, acheté avec un peu trop de précipitation. Ce qu'il faut comprendre pour nos clients, en fait, par rapport à ce qu'explique Christian, l'actif immobilier est un actif, comme tous les actifs d'investissement, est un actif à risque. Alors après, est-ce qu'il a beaucoup de risques, un peu de risques, etc. En fonction des classes d'actifs, on peut discuter. Aujourd'hui, la problématique de la remontée des taux d'intérêt, c'est que ce qu'on appelle le taux sans risque, le taux aujourd'hui des emprunts d'État, par exemple ce matin, c'est-à-dire que concrètement, si je regarde aujourd'hui à combien empruntait l'État français ce matin, il empruntait à 3,25, 3,30. Ce même État français, il y a 2 ans, il empruntait à 0. Donc, quand j'avais un actif immobilier il y a 2 ans que j'achetais à 3% ou 4% de rendement, finalement, j'avais une prime de risque de 3 ou 4% par rapport à mon actif, par rapport à un actif sans risque. Mécaniquement, aujourd'hui, ce qui se retrouvait à 3, quand aujourd'hui on a un actif sans risque à 3,25, bien évidemment, ce qui trouvait preneur à 3 ou 4% il y a 2 ans, aujourd'hui, mécaniquement, se retrouve réindexé à la hausse et donc, bien sûr, une valeur faciale de l'immobilier qui baisse. Donc, pour répondre à Olivier, puisqu'il y a une question, il y a une remarque dans laquelle il nous dit non, la hausse des rendements est purement mathématique, les anciens souscripteurs n'auront pas d'augmentation des dividendes. Alors, si les dividendes en valeur augmentent, c'est juste qu'en fait, l'intérêt des sociétés de gestion également de baisser leur valeur de part, c'est d'afficher mécaniquement un DVM, alors le montant en pourcentage,
va mécaniquement augmenter facialement en 2024 et en 2023, puisque comme vous avez la valeur de part qui baisse… Olivier, si tu peux expliquer DVM, parce que pour tout le monde, c'est peut-être pas… C'est le dividende versé. Donc, par rapport à la valeur des… Donc, aujourd'hui, très clairement, quand vous allez avoir des SCPI qui donnaient 3,80, 4%, 4,20% il y a encore un an, avec un taux d'intérêt sur un actif sans risque à 3,25 ou 3,5, bien évidemment, ça intéresse beaucoup moins les clients. Donc, une des solutions des sociétés de gestion également, c'est d'avoir baissé leur valeur de part, ce qui leur permet mécaniquement d'avoir un dividende en pourcentage qui va mécaniquement augmenter. Malgré tout, ce que Christian a voulu dire, c'est que vous avez en valeur un dividende qui est à minima constant, à minima équivalent à l'année dernière, et pour les SCPI, bien sûr, qui sont bien gérés, et à minima, un dividende qui augmente en valeur. Donc, résultat des courses que j'exprimais en amont, c'est que oui, le dividende aujourd'hui, les sociétés de gestion ont amélioré leur taux d'occupation financier. Nous, quand on a analysé les SCPI, en tous les cas, on a constaté que les taux d'occupation financier étaient plutôt en augmentation. Et la deuxième chose, elles arrivent à procéder à des indexations pour suivre l'augmentation de l'inflation et procéder donc à des augmentations de loyer, ce qui, de manière technique, augmente le dividende en valeur servi aux associés. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Christian? Alors, on est OK. La seule chose qu'il va falloir regarder quand même, c'est vu la situation ou le ressenti de la situation immobilière, est-ce que les sociétés de gestion, en tous les cas celles qui gèrent normalement et qui gèrent bien, vont distribuer la totalité ou vont mettre de côté un petit peu de réserve. Et donc là, on le saura réellement, on le sait pour certaines sociétés de gestion, mais pas forcément pour d'autres, parce que tout à l'heure, tu as dit un truc qui est très important et avec lequel je suis d'accord avec toi, mais je pense que ce n'est pas le ressenti de l'essentiel des gens qui investissent dans la pierre et dans la pierre papier. C'est que c'est vrai que l'immobilier est un produit qui présente un niveau de risque, comme tu le disais, mais que malgré tout, quand on va investir dans de la pierre, on va investir pour avoir la sécurité de la pierre, en tous les cas pour avoir un bien tangible, c'est pas du papier. Et donc on sait que quoi qu'il se passe, l'immeuble sera toujours là, ou l'immobilier sera toujours là. Et donc en fait, là, effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que certaines sociétés de gestion, pour des raisons commerciales, on va dire, baissent mécaniquement la valeur, baissent le prix de la part pour augmenter mécaniquement le prix des loyers. Et effectivement, ça ne vaut que pour les nouveaux entrants, mais ça floue les anciens rentrants, les anciens porteurs de parts en réalité. C'est exactement ce que nous dit Olivier. Dans le coup, aujourd'hui, quand une SCPI baisse sa valeur de part, ça concerne principalement les porteurs anciens. Les nouveaux, bien évidemment, bénéficieront de la décote. Et à contrario, le dividende en pourcentage, le rendement qui va être présenté commercialement, va mécaniquement augmenter. Mais en valeur, aujourd'hui, les dividendes sont plutôt à la hausse sur les SCPI qui sont bien gérés. On est d'accord. Alors, on va continuer. Pour le coup, c'était important de revenir sur les actifs immobiliers aujourd'hui et comment se positionne la collecte. Et on reviendra sur les flux de collecte. C'est quelque chose qui est très important dans une analyse de SCPI et dans les actifs globaux pour voir aujourd'hui comment ça se positionne. Donc, aujourd'hui, vous le voyez, les bureaux sont plutôt un petit peu en baisse en termes de volumétrie. Ce qui est maintenu et ce qui est à la hausse, c'est la logistique, la santé, l'éducation, un peu le résidentiel. Le commerce se maintient. Et les actifs, c'est principalement les actifs de bureau aujourd'hui qui souffrent. Pour la localisation des biens, on est principalement en province, moins en région parisienne et à Paris et un peu à l'étranger. Est-ce que là-dessus, tu veux revenir sur les secteurs, Non, mais sur les secteurs, je suis complètement d'accord. Je dirais qu'il faut moduler sur les actifs de bureau. Il y a une chute des investissements de 95% hors grande métropole, et dans les métropoles, elle est descendue en fonction des métropoles, dans le pire des cas, à 42%, et si on prend le QCA à Paris, elle a chuté que de 4%. Ça veut dire qu'on a vu se dessiner ou se segmenter un marché de bureaux
Par exemple, les tours à la Défense, c'est une catastrophe. Par contre, si on prend Paris dans le triangle d'or, le fait que les gens, ça devient très compliqué d'avoir du bureau, et le prix du bureau dans le QCA augmente et en loyer et en prix en mètre carré. Mais c'est comme tout, Christian, si tu me permets, mais c'est comme tout investissement immobilier, c'est le lieu. Donc plus tu as quelque chose de qualitatif et de bien situé, tu as moins de problèmes que quelque chose qui va être bien situé. À part la Défense, j'entends bien qu'il y a une époque énorme. Je suis d'accord avec toi quand tu dis le lieu, mais je pense qu'il faut également un effet sociétal, intégrer un effet sociétal. C'est que l'immobilier, c'est un bien de consommation. Hein. On consomme pour y travailler, par exemple le bureau. Et donc là, il y a quand même des changements d'habitude dans le travail. Même si le télétravail a pris une grande ampleur, on commence à voir s'amorcer un retour en arrière sur le télétravail. Et malgré tout, ça a eu un effet pervers et négatif, notamment dans les grandes tours. Donc il y a l'effet de l'emplacement, mais également un changement d'habitude de consommation de son lieu de travail. Et de la même manière, si on va un peu plus loin, quand Jean-Olivier parle de la logistique est très significative d'un changement d'habitude de consommation, je dirais, au niveau des acquisitions. C'est-à-dire que la logistique, elle se développe au même rythme que se développent les ventes sur Internet. Donc, ça veut dire que là, dans la logistique, par contre, la mutation qu'on voit, c'est qu'autrefois, la logistique, c'était au fin fond d'un champ, là où il y avait une sortie d'autoroute pour des entreprises comme Michelin qui faisaient du stockage ou d'autres entreprises, alors qu'aujourd'hui, dans la logistique, ce qui se développe, c'est plutôt la boutique du dernier kilomètre, puisque la bagarre entre tous les pure players Internet, c'est le dernier kilomètre, c'est le délai de livraison. Donc, je suis d'accord. Le théorème de base, c'est emplacement, mais également, on est en train de vivre des mutations au niveau de la société. Et d'ailleurs, on voit un entraîne. On a vu, je m'excuse, je suis très bavard, mais vous me coupez si vous voulez. Non, mais c'est très bien. Mais par exemple, sur la santé, il y a une grosse consommation, mais pour moi, il faut vraiment bien choisir sa SCPI. Je sais que sur Toulouse, vous en avez une très bonne qui est assez bien gérée. Mais la santé, c'est extrêmement dépendant, même s'il y a un marché, des agréments qui sont donnés par l'État. Et donc là, il y a un risque, si jamais, et là on revient à ce que tu disais Hélène, si jamais, par exemple, une maison de retraite ou une maison de soins, etc., perd ses agréments, globalement, il n'y aura plus de locataires. Parce qu'il n'aura plus les moyens de faire rembourser ses clients ou de faire aider ses clients dans les prestations. Et donc là, si l'emplacement n'est pas top, on ne pourra pas requalifier le bien dans une autre activité. C'est un peu ce qu'on a vécu dans l'industrie. Quand la France est désindustrialisée, si l'endroit des usines n'était pas bien placé, on ne pouvait pas les transformer en autre chose. Donc, je suis d'accord avec vous. On peut dire que le commerce se tient bien, aussi bien dans la grande distribution que dans les pieds d'immeubles. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Les taux d'occupation sont très bons et le niveau des loyers se porte bien. Les hôtels ont souffert pendant la crise du Covid parce que, bien sûr, il était interdit de se déplacer et donc d'y aller. Et en fait, il y a 3 types d'hôtellerie, de marché de l'hôtellerie. Il y a l'hôtellerie, on va dire, il y a le tourisme professionnel. Et donc là, le tourisme professionnel souffre un peu puisque les gens, quand ils se déplacent ou quand ils se déplaçaient, ils le font moins puisqu'ils font ce qu'on est en train de faire. Ils font des Zooms, des Teams, des visioconférences. Donc ça, c'est clair, il y a un peu moins de déplacements de ce point de vue-là. Par contre, le tourisme touristique, donc l'hôtellerie touristique fonctionne feu de Dieu en France. Hein, c'est la première destination mondiale. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a, depuis 2019, on a uniquement une baisse d'occupation des hôtels de 1%, mais on a eu une augmentation du prix unitaire de la chambre qui est de 24%. Et donc là, on est sur un trend à très long terme, puisque la France est une belle destination touristique. Et dans l'hôtellerie, il y a un troisième marché que peu de personnes connaissent, ou que tout le monde connaît mais n'entrevoit, c'est l'hôtellerie de plein air. Et en fait, les campings, c'est un truc extraordinaire. Parce qu'en fait, maintenant, 90% des campings, il n'y a pas de tente, mais il y a des mobil-homes. Et les mobil-homes donnent une qualité de confort exceptionnelle dans des endroits
qui sont souvent interdits en construction, notamment proche de la mer. Alors, pour revenir à ce que tu dis, Christian, concrètement, quand tu dépeins tout ça, quand tu dépeins les marchés, en fait, on se rend compte que l'immobilier, c'est aussi source d'opportunités. Pour quelles raisons? Source d'opportunités et source également de vigilance. Deux raisons. L'opportunité, parce que quand on était en 2020 et quand on a fait ensemble ce premier webinaire il y a 3 ans, inutile de dire que les SCPI d'hôtellerie, concrètement, elles ont souffert par les taux d'occupation, par les loyers, etc. Donc, elles ont mécaniquement, en termes de dividendes, pour le coup, à la fois en valeur et en pourcentage, elles ont baissé. Et dans le coup, ça a dégradé les actifs immobiliers d'hôtellerie. Et il y a eu une petite crise qui s'en est suivie sur la partie hôtelière. Et pour les SCPI qui ont été opportunistes, elles avaient des belles acquisitions à faire. A contrario, aujourd'hui, attention aux SCPI ultra spécialisés. Il faut quand même être très vigilant sur la manière dont elles achètent. Tu parlais des actifs comme la logistique. Aujourd'hui, nous, on regarde avec beaucoup d'attention les SCPI spécialisés en logistique parce que la problématique de la logistique, tu le disais toi-même, l'important également, ce sont les bâtiments qui vont être achetés, leur capacité de substitution si demain, ça peut plus être des bâtiments de logistique ou si ça doit être autre chose. Voilà, la capacité demain de changer de nature du bien, c'est pas forcément évident. La santé, c'est pareil, donc il faut faire attention et il faut être hyper diversifié sur les SCPI et pas tout mettre sur un seul type d'actif. Alors, je te rejoins complètement, mais là, c'est plutôt… Parce que justement, là, ce que j'essayais de dire, ce que tu as dit d'ailleurs, ce que vous avez dit tous les deux, c'est qu'en fait, quand on parle d'immobilier, c'est un terme générique, mais derrière, il y a tellement de classes ou de catégories d'immobilier différentes qu'on ne peut pas dire l'immobilier va bien ou l'immobilier va mal. C'est pas vrai. Parce que l'immobilier, tout le monde le consomme au quotidien, quelle que soit son activité. Et donc, globalement, ce qu'il faut faire, mais après, c'est ça l'intérêt de la SCPI, c'est de voir comment on l'aborde pour garder les avantages de la pierre, mais essayer d'en enlever les contraintes, voire les risques qui existent malgré tout dans l'immobilier. Et ça, c'est plutôt dans la partie SCPI. Mais comme tu disais, donc en fait, il n'y a pas un marché, mais des marchés immobiliers. Exactement. On est d'accord. Mais par contre, pour revenir à ce que tu disais aujourd'hui, les marchés immobiliers à l'heure actuelle souffrent un peu plus à cause de, même si les fondamentaux de certains sont très bons, souffrent à cause de la remontée des taux, en fait. Même quasiment sur tous les marchés. Ça, c'est un facteur commun. Ah, c'est un facteur, mais c'est pour ça que moi je dis que c'est plutôt comme les loyers augmentent et que le taux d'occupation reste bon et que le montant des locaux vacants, le pourcentage des locaux vacants n'a pas augmenté malgré tout. Pour moi, c'est plutôt une crise de financement de l'immobilier ou de crise de liquidité de ceux qui ont besoin d'immobilier, de vendre leurs biens immobiliers et qui le bradent parce qu'ils ont vraiment besoin de cash. Et notamment, ils le bradent, ce sont tous ceux qui ont acheté de l'immobilier sur du taux variable et qui, du coup, leur modèle économique est en train d'exploser, donc ils le bradent parce qu'ils ne peuvent plus, ça devient insoutenable. Parce que le niveau du taux d'emprunt peut devenir, dans certains cas, supérieur au niveau des loyers encaissés, notamment sur ceux qui ont fait des crédits in fine. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans le choix d'une SCPI, mais on reviendra après là-dessus, il ne faut collecter que si on est capable de réinvestir et sans précipitation. Parce que ce qui s'est passé pendant la période 2022, par exemple, c'est qu'il y a eu une surcollecte sur le marché de la SCPI. Et donc, les gens certains gérants se sont précipités pour acheter avec des taux à zéro, mais des biens qui ne représentaient pas la première qualité d'un bien immobilier. C'est la qualité de l'emplacement avec la qualité qui détermine la qualité du locataire en réalité. Alors, pour le coup, Christian, pour bien expliquer à nos clients, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2022, les sociétés de gestion, elles collectaient énormément d'argent puisque c'est la plus belle année de collecte. Je l'ai dit tout à l'heure, en termes de collecte nette. Collecte nette, c'est la différence entre les versements et les retraits. Donc, il y a une compensation qui se fait. Si la collecte, bien sûr, nette est supérieure, on parle d'une collecte nette positive et inversement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'année dernière, quand les SCPI collectaient beaucoup, elles avaient une nécessité d'investir rapidement parce que de l'autre côté, les taux de rémunération, ce que j'expliquais tout à l'heure, étaient faibles. Donc, comme les taux de rémunération étaient faibles, les SCPI, si elles conservaient les dizaines de millions d'euros qu'elles collectaient, elles rémunéraient l'argent à zéro. Donc, résultat des courses, elles dégradaient leurs dividendes
présenter au client final. Donc, Christian l'explique très, très bien. Elles ont une nécessité d'investir très rapidement et elles ont souvent acheté celles qui ont collecté beaucoup trop. Et entre autres, on pense aux méta, aux big four des SCPI, les bancaires, voilà, les grosses SCPI de bureau qui ont collecté énormément d'argent l'année dernière. Elles ont une nécessité d'investir rapidement pour éviter de dégrader leurs dividendes. Et donc, elles ont acheté parfois à des prix, à n'importe quel prix. Et de l'autre côté, eh bien, aujourd'hui, si en plus à ça, on a rajouté des taux d'emprunt à des taux variables, ce qui peut être un peu fou, hein, mais aujourd'hui, très clairement, on l'a vu sur certaines SCPI, il y a des SCPI qui ont utilisé l'effet de levier de l'emprunt et qui ont emprunté à des taux variables. Donc, bien évidemment, avec les taux qui sont en train de remonter, bien ça leur procure un goulet d'étanglement entre le loyer qu'elles perçoivent et la mensualité qu'elles doivent payer. Donc, elles ont la nécessité de se séparer de l'actif et elles le bradent. Et elles le bradent très rapidement sur le marché et ça fait partie, entre autres, des éléments qu'on va voir par la suite avec Christian. Donc ça, c'est très important de comprendre que 2022 est une année charnière sur laquelle il y a eu énormément d'argent déversé dans les SCPI et si les sociétés de gestion n'ont pas maîtrisé leur collecte et leur manière d'investir, alors oui, ça a provoqué mécaniquement des acquisitions à n'importe quel prix. Puisque je voulais justement rajouter, c'est que contrairement au marché du crédit immobilier traditionnel qui est plutôt à taux fixe, quand on est sur des marchés comme ça, comme tu l'as dit, on peut emprunter à taux variable et c'est régulièrement le cas. Donc c'est ça aussi qui est un effet assez dévastateur. On est bien d'accord. Donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pour l'instant, la distribution est plutôt stable, voire en augmentation pour certaines SCPI. Donc ça, c'est en pourcentage, mais on le verra en valeur. Hein. On refera bien sûr un webinaire en début d'année 2024 pour parler des résultats des SCPI, mais concrètement, les bonnes SCPI bien gérées, bien diversifiées, pour le coup, elles ont plutôt une tendance à avoir un dividende qui a augmenté. Alors, j'ai une question qui a été posée pour le coup et qui rejoindra un petit peu le lien de ce qu'on va faire derrière. Il y a une question qui a été posée par Olivier sur le Big Four, donc des SCPI, Perial, Amundi, la Française, on peut rajouter BNP, qui ont fortement dévissé. Contrairement à d'autres SCPI, d'autres sociétés de gestion plus indépendantes comme Sofidy, que tu connais bien, Alderan, mais on va pouvoir ajouter Voisin, qui aujourd'hui ont plutôt on va dire, absorbé pour l'instant la valorisation qui a été demandée, j'y reviendrai après, au 30 juin par les autorités de tutelle. Et concrètement, on se rend compte que les grosses SCPI, aujourd'hui de bureaux, principalement, ont fortement, quand je dis fortement, grosso modo, elles ont, et ça me permet de faire le lien, elles ont baissé leur part entre moins 7 et moins 17. Grosso modo, c'est la représentation, c'est la fourchette qu'on a sur les SCPI. Donc, est-ce qu'on peut y revenir, puisque la question, elle est intéressante, elle est posée par Olivier. Qu'est-ce qui différencie les grosses SCPI? Bon, je pense qu'on l'a un peu dévoilé juste avant, mais qu'est-ce qui différencie les grosses SCPI que je viens de citer? On peut rajouter Primonial aussi, j'ai oublié de le citer. Contrairement à des sociétés plus indépendantes ou différentes comme Sofidy, Voisin et consorts. C'est déjà la manière dont le produit a été proposé aux clients investisseurs. Clairement, quand les produits sont bien conseillés, les gens ne sortent pas et donc du coup, il n'y a pas un risque de liquidité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est un point extrêmement important. Donc, c'est une vraie raison pour les bancaires. Et deuxièmement, pour ce qui concerne les bancaires, c'est qu'elles collectent tellement qu'à un moment donné, elles ne sont pas en capacité de réinvestir sans dégrader, je dirais, la qualité du bien. La différence, quand on gère un OPCVM, si on estime que le titre AXA est bon, qu'on en achète pour 1 million ou pour 1 milliard, le travail est exactement le même. Quand on gère une SCPI qui collecte 100 millions, soit on achète un immeuble de 100 millions parce qu'on a collecté 1 milliard, ce qui fait que pour 1 milliard, on a acheté 10 immeubles, soit on collecte que 100 millions et on achète 10 immeubles à 10 millions. Et donc, il y a une espèce de mutualisation du risque et de granularité qui fait qu'on est capable de le faire parce que
la différence par rapport au traité AXA, une fois qu'on a investi les 10 millions, il faut retrouver un autre bien, refaire le travail. Et donc, ça demande beaucoup plus de travail que sur un OPCVM. Et plus on collecte, plus le travail est important et moins on trouve de biens qui... Vous savez, un centre-ville, il n'y en a qu'un dans une ville. Et donc, du coup, une fois qu'on l'a acheté, si on continue à collecter, il faut sortir du centre-ville. Et donc, on achète dans de moins bonnes conditions. Et donc, globalement, les CPI qui collectent le plus rapidement, risquent de se trouver dans cette situation. Et c'est ce qui s'est passé pour un certain nombre de SCPI. Je ne donnerai pas les noms, même si tu l'as cité. Il y a une SCPI qui, l'année dernière, à elle toute seule, a collecté plus de 700 ou 800 millions. Et elle a acheté 2 immeubles de bureaux de chacun 350 millions à Marseille. Parce que sinon, sinon elle ne pouvait pas les replacer. Mais ça, c'est très important ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a deux choses. Il faut comprendre que dans le marché de la SCPI, vous avez une multitude de sociétés de gestion avec une gestion qui est totalement différente. Alors, comme l'a dit Christian, vous avez les grosses, les bancaires, et celles qui collectent à tour de bras et qui n'ont pas fait attention aux volumétries qu'elles collectaient et qui n'ont pas mis de plafond, par exemple, de souscription par souscripteur. C'est très tentant aujourd'hui quand vous avez des gens qui viennent avec 500 000, 1 million, 3 millions, 10 millions et qui disent tiens, j'aimerais acheter des parts de telle ou telle SCPI et on leur dit il n'y a pas de problème, vous pouvez acheter. Quand vous êtes sur un marché comme 2022, elles étaient très contents, les clients étaient très contents puisqu'à l'époque, ils avaient des rendements à 4 ou 4,5 pendant que vous aviez des taux sur le monétaire ou sur le court terme qui étaient à 0. Et puis, vous avez une année comme 2023. 2023, les taux remontent et à partir de ce moment-là, les clients, ils veulent avoir plus. Et aujourd'hui, la problématique, c'est que ces sociétés, quand les clients veulent sortir, elles sont obligées dans le coup de revendre des biens immobiliers pour générer de la liquidité. Parce que quand vous achetez 2 immeubles de 350 millions d'euros, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile à revendre que si vous avez acheté 10 actifs ou 20 actifs. Mais par contre, ça impose à la société de gestion, excusez-moi de revenir sur ce terme-là, mais ça impose à la société de gestion, pour le coup, de refaire un vrai métier d'asset management, un vrai métier de gestion. Parce qu'une société qui aura 2 immeubles à 350 millions d'euros, entre guillemets, c'est plus facile à gérer que d'acheter 10 ou 15 ou 20 ou 30 unités pour le même volume. On peut prendre 2 exemples qui sont un peu différents. Si je prends l'exemple d'Immorande, qui est celui que je connais vraiment très bien, pour un peu plus de 3 milliards, même 4, il y a 2000 lots. Donc vous voyez l'unité, la granularité. Et vous prenez d'autres SCPI qui pèsent 4 milliards dans lesquels il y a 150 lots. Donc vous imaginez le risque locatif et le risque de liquidité qu'il y a sur le produit. Il est divisé quasiment par 200 sur Immorande quand on passe par 10 sur Immorande par rapport à d'autres SCPI qui ont 10 fois moins de lots pour la même capitalisation. Donc très clairement, il est certain que sur le marché de la SCPI, il y a des périodes où on peut investir en masse. C'est le cas actuellement, puisque actuellement, on achète avec, par rapport à 2022 et même 2021, on achète sur 2 points de base de plus. C'est-à-dire que ce qu'on a acheté qui rapportait du 6 il y a 2 ans, aujourd'hui les mêmes biens, si on les retrouve sur le marché, ils rapportent au minimum du 8. Donc globalement, c'était pas l'année dernière qu'il fallait collecter beaucoup, c'est cette année. Mais on refait pas l'histoire. Il n'y aurait peut-être pas eu cette année s'il n'y avait pas eu l'année dernière. Ce que je dis juste, et là on bascule un peu dans le sujet de l'intérêt des SCPI. Mais coupe-moi si je casse ton fil, Jean-Olivier. Vas-y. On bascule un peu dans le sujet des SCPI. La différence, l'immobilier ou la SCPI, ce n'est qu'un statut juridique qui permet d'acquérir de l'immobilier et de permettre d'avoir les 2 moteurs de performance qui sont les plus ou moins valus et les loyers, donc on appelle dividendes versés. Et en fait, il s'avère qu'un des gros avantages de la SCPI, c'est qu'on n'a pas les soucis du quotidien, mais aussi qu'on mutualise tous les risques. Parce que quand vous avez 100 000 euros et que vous achetez de l'Immorande, vous êtes propriétaire au prorata des sommes de 2000 locaux et vous allez toucher au prorata des sommes les loyers de 2000 locataires. Donc il y a une vraie mutualisation du risque. Mais il y a un autre sujet qui n'est jamais abordé, c'est qu'en fait, quand vous achetez une part d'Immorande aujourd'hui, vous devenez de facto propriétaire
au prorata de la somme que vous avez mise, des locaux qui sont achetés et détenus depuis 30 ans. Mais vous êtes aussi indirectement propriétaire des locaux qui ont été achetés cette année, l'année prochaine et l'année d'après. Ce qui veut dire que par millésime, au global, vous mutualisez le coût d'acquisition ou le prix de revient. Si je veux donner un exemple très simple, imaginez que vous êtes investisseur, que vous avez acheté un appartement dans un immeuble, on va dire 400 000 euros, il y a 2 ans, et puis que dans le même immeuble, et que vous continuez à toucher vos loyers et que même les loyers augmentent. Et puis que dans le même immeuble, sur le même palier, il y a le même appartement qui est à vendre et que vous pouvez l'acheter 300 000 euros. Donc d'un côté, vous vous dites je perds de l'argent sur le premier immeuble, mais de l'autre côté, sur le premier appartement, mais de l'autre côté, en achetant le deuxième, vous avez un prix de revient global des appartements qui diminue par rapport au premier. Et en fait, quand on achète des parts de SCPI, la durée moyenne de détention est 22 ans, mais celle conseillée est de 10 ans, eh bien, on lisse le coût d'acquisition et donc le prix de revient des biens sur une dizaine d'années. Et bien évidemment, il faut que ça monte. Mais des périodes comme celle-ci sont presque des périodes pour ceux qui n'ont pas besoin de liquidité, comme pour l'immobilier en direct aujourd'hui, sont presque des opportunités, puisqu'on achète de l'immobilier moins cher, donc avec des loyers identiques, on augmente de facto la performance du bien qu'on va avoir et même le niveau de risque, puisqu'on diminue le prix de revient du prix au mètre carré qu'on achète. Alors, et donc, globalement, un des avantages de la SCPI, c'est aussi le fait qu'on achète des biens immobiliers tous les ans, des fois un peu plus cher, des fois un peu moins cher. Pour expliquer à nos clients, un bien immobilier qui l'année dernière s'achetait à 4% de rendement, d'accord, parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, il y avait une prime de risque par rapport au taux sans risque qui était à 0. Aujourd'hui, ce même bien immobilier s'achète à 6%. A contrario, alors 6%, je schématise, c'est juste pour que vous compreniez en fait. Donc, a contrario, évidemment, le prix immobilier facial a lui mécaniquement baissé. Donc, ce qui est très important quand vous faites aujourd'hui une allocation, quand on vous présente aujourd'hui des SCPI en acquisition, inutile de vous dire que le travail de sélection qu'on fait depuis des années, il est évidemment positionné sur tous les éléments que vous a donné Christian. La granularité, c'est essentiel. La granularité à la fois dans le type des actifs, dans le montant des actifs, dans les secteurs géographiques et même dans les secteurs de la SCPI. Ça, c'est très important. Dans une allocation d'actifs de SCPI, on va s'attacher fortement à la granularité de la SCPI et de ce qu'elle propose. Ensuite, je voulais marquer dans ce slide, je crois que c'était important de revenir sur ce qui était essentiel à connaître et ça va me permettre de rebondir et d'échanger sur un paramètre qui me paraît essentiel et qu'on aborde finalement assez peu. C'est donc les prix de souscription à vérifier par rapport aux valeurs de reconstitution. Donc, je précise que les valeurs de reconstitution doivent se situer dans un tunnel entre plus 10 et moins 10 par rapport à la valeur de souscription. Donc, ça, c'est une valeur, c'est une règle, c'est légal. Bien évidemment, soit on est en avance, soit on est en retard par rapport à sa valeur de souscription. Et c'est ce qui va permettre de déterminer s'il peut y avoir une diminution de part ou une augmentation de part. Donc, quand nous, on a regardé et quand on a fait le webinaire au mois de juillet, on avait vu un certain nombre de SCPI sur lesquels il y avait potentiellement un risque s'il y avait une révision à la baisse des valeurs d'actifs. Et ce qui s'est à peu près passé. Mais le troisième point qui est essentiel, c'est de regarder également les flux de collecte. Il y a une question qui a été posée par Olivier et c'est très important parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des SCPI sur lesquels il y a plus de retraits que de souscriptions, à un moment donné, il y a deux solutions pour générer de la liquidité. Bon, il n'y a pas deux solutions d'ailleurs. Petit 1, on augmente les délais de rachat. Donc, on va dire au client qui veut son argent, avant, je te mettais 1 mois, 2 mois ou 3 mois pour te rendre ton argent. Maintenant, je vais mettre 6 mois ou 1 an ou plus. Et la deuxième chose, la SCPI va être obligée de générer de la liquidité. Donc, il va falloir qu'elle vende des actifs immobiliers. Donc, là aussi, c'est pareil. Inutile de vous dire qu'il faut regarder les actifs qu'elle va pouvoir vendre. Et bien sûr, le malheur des uns fait le bonheur des autres parce que Christian l'a expliqué tout à l'heure. Il y a des SCPI ou des SCI aujourd'hui qui sont en forte crise de liquidité. On pourrait parler d'une SCI qui est bien connue sur le marché qui s'appelle Capimo et qui a la nécessité aujourd'hui de générer de la liquidité. Les montants sont importants, très importants, et donc bien évidemment, certaines SCPI peuvent profiter, pour celles qui ont du cash, qui ont justement de la réserve parce qu'elles ont bien géré,
elles vont pouvoir se positionner sur des actifs qu'on va leur présenter. Donc, sans donner les noms, je peux vous dire que, en tous les cas, Capimo a cédé plusieurs portefeuilles, dont un de plus de 100 millions, sur une base de renta à plus de 10% parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc, quand vous regardez une SCPI, vous regardez le prix de souscription, la valeur de reconstitution et les flux de collecte. Donc, aujourd'hui, ça, c'est important. Aujourd'hui, il faut aussi quand même regarder globalement ce qui se passe sur le marché, regarder ce qui s'est passé sur le premier semestre. Il y a eu une demande qui a été faite par l'AMF. C'est la première année. Bien évidemment, l'AMF est consciente du problème de liquidité et de la valorisation des parts de SCPI. Donc, elle a demandé aux sociétés de gestion une expertise intermédiaire au 30 juin 2023, ce qui a provoqué un été un peu mouvementé, puisque beaucoup de SCPI se sont retrouvés à devoir baisser leur valeur de part, soit parce qu'elles avaient des valeurs trop élevées au 31 décembre, soit parce qu'elles se sont retrouvées dans une situation complexe sur les flux. Ça, j'aimerais qu'on y revienne, Christian, parce qu'aujourd'hui, dans les valeurs qu'on a eues, nous, au 31 décembre, c'est vrai que quand tu regardes le 31 décembre et que tu regardes le 30 juin, tu as certaines SCPI qui ont très fortement décoté leur part. Pourtant, elles ont une certaine granularité, mais par contre, si tu analyses leur flux, tu te rends compte que pas mal de SCPI étaient en fait à la peine sur leur collecte. Et aujourd'hui, il faut comprendre que c'est aussi un effet, entre guillemets, je me permets de le dire, moi je suis distributeur, je ne suis pas fabricant pour le coup, je suis conseiller, donc aujourd'hui, pour moi, il y a des choses que je peux dire, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a certaines SCPI qui profitent aussi de cette période pour baisser assez fortement leur part, voire les baisser un petit peu plus que ce qu'elles auraient dû faire, de manière à stopper l'hémorragie qu'elles ont sur les retraits. C'est très clair que là, aujourd'hui, certaines, et d'ailleurs sous pression d'assureurs, n'oubliez pas que quand on détient des parts de SCPI ou de SCI dans un contrat d'assurance, l'assureur est obligé d'assurer la liquidité et donc le remboursement sur les valeurs, sur la base des valeurs d'expertise, donc de réalisation. C'est une garantie de remboursement de valeur plancher. Et donc, les assureurs ont très fortement poussé à ce qui est avec l'AMF sur le fait qu'il fallait refaire les estimations des biens, mais aussi à la décote, parce que si eux, ils sont obligés d'assurer la liquidité, il faut qu'ils l'assurent dans des conditions les moins onéreuses pour eux. On peut dire tout ce qu'on veut, mais le vrai sujet, il est là sur certains produits. Le deuxième sujet, c'est que, effectivement, même si la SCPI, le vrai risque aujourd'hui sur les bonnes SCPI, c'est les risques de liquidité si jamais il y a des sorties qui sont supérieures aux liquidités qu'elles ont ou aux rentrées qu'ils ont, qui est également le même risque qu'ont été pris par les grosses SCPI qui ont collecté plus qu'ils étaient capables de réinvestir. Donc le vrai sujet de la qualité d'une SCPI, c'est d'être capable de maîtriser sa collecte pour être capable de maîtriser ses investissements, mais également d'être capable d'avoir une taille de SCPI où on sait que notre outil de distribution ou de collecte de SCPI soit capable d'absorber le marché secondaire. Et donc la distribution, je me bats là-dessus depuis des années, et c'est une des raisons pour lesquelles la distribution que nous, on préfère et qu'en tous les cas est la plus stable, c'est celle qui passe au travers des conseillers en gestion de patrimoine, parce que ce sont eux qui connaissent leurs clients bien plus que dans un réseau bancaire. Et ils conseillent la SCPI quand le client en a besoin, contrairement aux campagnes qui sont faites dans les réseaux bancaires. Très clairement là-dessus. Donc, il est clair que pour nous, aujourd'hui, le vrai risque, même sur les bonnes SCPI, c'est un risque de contagion qui serait plutôt dû à un mauvais ressenti que pourraient avoir les épargnants sur le marché de la SCPI, alors que c'est presque le moment d'investir dans les SCPI qui sont récentes. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas de patrimoine immobilier qui leur a coûté cher, ou dans les SCPI, par exemple, d'hôtellerie, puisqu'elles sont rares et souvent assez jeunes, alors que le marché est vraiment très preneur d'acquisition, puisqu'il y a beaucoup d'hôteliers individuels qui, après avoir accusé la crise du Covid,
ont remis leur hôtel à flot et donc ils veulent s'en séparer parce qu'ils ont trop souffert. Et là, il y a des acquisitions, il y a des coûts d'acquisition qui sont super rentables, surtout en France, avec les bons événements qu'on voit arriver. Mais tout ça pour dire quoi? Que la liquidité ou la capacité à prévoir quels vont être les flux entrants et sortants sont déterminants pour prévoir les acquisitions qu'on va faire et pour également prévoir ou envisager les sorties qu'on pourrait avoir. Je ne sais pas si je réponds à la question. C'est essentiel. Non, mais c'est très important parce que très clairement, on a balayé ce soir un certain nombre de choses sur les SCPI. Il y a, on va dire, l'immobilier, c'est un actif tangible, mais c'est un actif finalement qui est assez technique, qui est très technique à comprendre. C'est assez basique, entre guillemets, parce qu'il y a une valeur du bien et à côté, il y a un loyer. Donc ça, pour le coup, on arrive facilement à comprendre. Mais après, à l'intérieur de cela, il va y avoir un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Et également, dans le cadre des SCPI en particulier, il y a tout l'aspect gestion et maîtrise de la collecte et flux d'investissement. Aujourd'hui, très clairement, pour reprendre une remarque qui a été faite par Olivier, oui, aujourd'hui, les SCPI qui ont collecté à tour de bras sans réfléchir à comment elles investissaient en 2022, celles-là aujourd'hui, elles sont vraiment dans une situation très complexe. La deuxième particularité, c'est que toutes ces SCPI qui ont acheté à tour de bras ont souvent dégradé leur dividende facial et ont souvent proposé à leurs clients des rendements entre 3,80 et 4,20. C'est ce que j'expliquais en amont. Donc, une des solutions, du moins la seule solution pour remonter facialement le dividende, pas en valeur mais en pourcentage, je répète, c'est de baisser mécaniquement le prix de la part. Mécaniquement, si demain vous baissez le prix de la part de 10%, bien vous allez vous retrouver avec un dividende qui augmente de 10%. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est le principe des vases communicants en immobilier. C'est assez simple et assez basique. Donc, aujourd'hui, nous, quand on fait investir à nos clients sur les SCPI, il est très clair qu'on non seulement on regarde les SCPI dans leur granularité, dans ce qu'elles proposent et dans ce qu'elles offrent, et comme quand on fait une allocation d'actifs sur des OPCVM, on essaye d'amener, on amène une complémentarité entre toutes les SCPI qu'on propose. Ça, c'est important de comprendre que nous, quand on fait une allocation d'actifs, aujourd'hui, on fait très attention à l'ensemble du patrimoine constitué par la SCPI et on fait très attention également à la granularité de la SCPI dans ce qu'elle propose et dans sa diversification. Et bien évidemment, on regarde également les flux de collecte qui sont proposés parce que les flux de collecte, c'est un élément prépondérant pour savoir si la SCPI va avoir la capacité à investir ou si elle va avoir l'obligation de servir finalement du cash aux clients qui demandent son argent parce qu'elle n'en collecte pas assez. Donc j'espère que tout ça c'est clair. Aujourd'hui, pour le coup, on a à peu près 20 SCPI qui ont baissé leur valeur de part au 30 juin suite à la demande de l'AMF qui a donc demandé une expertise intermédiaire au 30 juin. Donc 20 SCPI en fait en soi ça représente un peu moins de 10% puisque c'est 7% des SCPI en nombre. Donc, c'est assez peu. Malgré tout, ça représente plus de 25% de la capitalisation globale du marché. Donc, en conclusion, si on regarde réellement les valeurs de part qui ont baissé, c'est surtout les grosses SCPI qui, hélas, ont investi un peu n'importe comment en 2022, qui se sont retrouvés avec une obligation de baisser leur valeur de part, ou alors les SCPI qui se retrouvent dans des contraintes de flux de liquidité négatifs, donc de flux de collecte négatifs, et qui ont baissé leur valeur de part pour éviter que les porteurs continuent à demander à sortir de la SCPI. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Christian ? On est complètement OK, mais on est en train de se rendre compte que malgré la baisse des valeurs de part, ça n'a pas stoppé les rachats. Et ça ne les stoppera pas, parce que c'est sur les grosses SCPI, je pense. Celles dont on parle, malheureusement. Oui. Et donc, pour moi, je suis complètement d'accord avec toi. Après, je n'ai pas la boule de cristal. Moi, je dirais que aujourd'hui, très clairement, dans le choix des SCPI, c'est sûr que c'est la qualité de gestion des flux, de gestion traditionnelle et la mutualisation des risques qui prime avant tout. Mais globalement, si sur les bonnes SCPI qui ont prouvé, il y en a un grand nombre quand même aujourd'hui, qu'elles étaient capables, le seul risque, si on devait en définir un qu'il y a, c'est le risque de contagion et l'arrêt total de la collecte. Alors que c'est presque le moment, comme on achète moins cher avec des loyers plus élevés, du coup mécaniquement,
En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt cette année qu'il faut collecter. Alors, Mais comme j'ai envie de dire, comme tout, j'ai envie de dire, c'est souvent malheureusement tout classe d'actifs confondus. C'est quand il faut acheter que justement le vent de panique arrive, alors que justement maintenant il y a un intérêt. Et je pense que d'avoir un portefeuille, s'il est bien constitué, et en plus il y a une bonne granularité aussi dans le portefeuille, il faut pas non plus, au contraire, si on n'a pas besoin de liquidité à ce moment-là, Et pour aller plus loin, même si on ne veut pas acheter parce qu'on n'a pas le ressenti qu'il faut, il faut surtout pas se forcer. Ça c'est clair. Dans tous les cas, quand on porte des parts et que ça correspondait vraiment à l'objectif qu'on a, autant les garder puisque les loyers, qui est l'objectif initial, sont toujours là et qui sont même en augmentation. Oui, donc en plus, on est bien d'accord, c'est ce que par rapport à ça, vu que c'est en augmentation, si c'est justement l'objectif de base et que justement ça a été bien vendu aux clients, normalement il n'y a pas de raison. On est bien d'accord. Normalement. Alors pour le coup, je vous ai remis le graphique de la collecte nette. Donc pour l'instant, on a des collectes nettes qui sont encore positives. On voit que bien sûr la collecte a fortement baissé entre 2022 et 2023, puisque sur le premier trimestre et le deuxième trimestre, en 2022, on avait collecté quasiment 8 milliards, même un petit peu plus de 8 milliards. Et premier et deuxième trimestre cette année, on est à 4 milliards. Donc on a une division par deux de la collecte. Malgré tout, ça reste aujourd'hui positif. Il faut au contraire profiter de cet effet positif puisque le vent a tourné d'un marché finalement qui était pour le vendeur. Aujourd'hui, c'est un marché à l'acheteur et ça permet d'avoir au contraire des belles opportunités sur les bonnes SCPI. Alors, il y a une question qui a été posée, je n'ai pas cité la société de gestion pour le coup, j'ai pas envie de rentrer dans ce phénomène, mais une société de gestion qui investit beaucoup à l'étranger, qui en a fait même son fer de lance pendant des années, qui a un taux de dividende très élevé. Oui. Voilà. Aujourd'hui, très clairement, la seule chose que j'ai envie de dire sur cette société pour l'instant, c'est qu'on est surpris à l'heure actuelle. Alors, la collecte est bonne, mais on est surpris par contre pour les valorisations qui sont prises. Moi, j'ai pas peur de dire ce que je pense. Non, mais je pense qu'on est raccord en plus, donc vas-y. Non, mais d'abord, je pense très sincèrement que ce sont des bons gérants, ça c'est clair. En plus de ça, ce sont des très bons communicants, donc ils ont des flux de collecte qui leur permettent d'accompagner, je dirais, les marchés. Et si cette année ils collectent beaucoup, ça va leur permettre d'acquérir dans de bien meilleures conditions que l'année dernière et l'année passée. Donc, ça va minimiser le risque potentiel qu'il y a sur les biens immobiliers. Par contre, ce qui me chagrine sur cette société de gestion, c'est qu'en réalité, l'affichage des performances qu'ils font, ils ont déjà été condamnés pour ça. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas évoqué. Ils ont déjà payé des amendes importantes, condamnées par l'AMF. C'est-à-dire que dans la performance communiquée aux journalistes ou même qu'ils communiquent eux-mêmes, ils intègrent les économies d'impôts qu'ils font faire à leurs clients puisqu'ils achètent de l'immobilier à l'étranger. Et déjà, rien que sur ce sujet-là, par rapport à la performance indiquée, il faudra enlever quasiment 1,5 point de performance. Alors, ça les regarde, mais c'est un point qui est extrêmement important. C'est que quand on lit une performance d'une SCPI, à dividende équivalent, là, ça ne vient pas forcément du même endroit. C'est-à-dire qu'en gros, on peut avoir une SCPI quand elle touche 10, qu'elle met de côté pour des travaux à prévoir dans 10 ans. Elle peut mettre de côté pour mettre ça dans des reports à nouveau. D'accord ? Et à côté de ça, on peut avoir une SCPI qui vend des biens immobiliers sur lesquels elle réalise des plus-values et qu'elle distribue une partie des plus-values qu'elle a fait. Et ça masque une dégradation du revenu locatif, où elle ne met pas de report à nouveau, ce qui fait que s'il y a une dégradation, je dirais, du marché pendant une certaine période, elle n'aura pas de réserve pour maintenir la régularité de la performance. Et ce qui fait que quand on lit les performances dans les journaux, on peut avoir deux SCPI qui rapportent du 4, et il y en a une qui a un vrai 4 avec de l'argent de côté, qui fait que quand il y aura des travaux à faire, on ne perdra pas le locataire, ni on ne mettra pas à vide
je dirais, le local, où pendant qu'il sera là, on pourra continuer à payer le loyer par la réserve. Et à côté de ça, il y en a qui distribuent tout et qui fait que lorsque le locataire s'en va, il n'y aura plus aucune provision. Donc le niveau de la performance n'est pas le seul critère à regarder, c'est d'où vient cette performance, très clairement. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement, pour moi, important. On nous l'a assez reproché de ne pas être les plus gros distributeurs, mais aujourd'hui, on a quelques mois de loyer d'avance sur la totalité du patrimoine, ce qui fait qu'on pourrait accuser une baisse momentanée des revenus locatifs sans altérer pour le client la performance. Ce qui, pour le moment, n'est pas le cas, on est d'accord, Christian. À aujourd'hui, les taux d'occupation financier et les loyers, les quittancements, pour le coup, si on parle de Sofidy, n'ont pas été modifiés, c'est même plutôt à la hausse qu'à la baisse. Ah ben, on est bien d'accord, ça n'a pas été modifié. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, dans la presse, on lit que Sofidy fait 4,5 ou 5, entre 4,5 et 5 en fonction des supports. On voit des autres supports qui font du 6,5, mais c'est pas le même niveau de risque. Et moi, je considère que quand on investit dans la pierre, l'essentiel de son investissement, c'est plutôt la sécurité ou la régularité que d'aller chercher un demi-point de plus ou un point de plus. On est OK. Et d'où l'importance de bien raisonner sur une allocation d'actifs de SCPI et de ne pas faire all-in et de ne pas tout mettre sur une seule et même SCPI. Ah bah, évidemment, moi, si on me demandait si on me demandait de faire une allocation d'actifs, moi aujourd'hui, je mets l'essentiel sur un gros paquebot diversifié et ensuite, en fonction de ses convictions et de ses compétences, bien sûr que j'irai sur de la logistique ou sur de la santé ou même sur une SCPI toute nouvelle qui arrive toute neuve avec pas de patrimoine acheté trop cher pour booster un peu la performance. Alors, mais sans mettre en risque et pour être en accord avec ses convictions, mais sans mettre en risque la totalité de son investissement. Alors, il y a un graphique que je n'ai pas mis, mais pour le coup, c'est les collectes au premier semestre des sociétés de gestion au niveau des SCPI. Si je ne dis pas de bêtises, je pense que Sofidy doit être la deuxième plus gros collecteur du premier semestre. Troisième, je crois. Troisième. Quorum, pour le coup, doit être premier. Oui. Donc, c'est ce que tu disais juste avant. Quorum, aujourd'hui, pour reprendre ce que dit Olivier, est un de nos clients. Il nous dit mon inquiétude pour eux, c'est que pour le moment, il n'y a pas eu d'expertise à mi-année, au contraire des autres. A priori, Quorum s'est permis de ne pas faire d'expertise. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Sans avoir cité le nom, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils s'en fichent. Mais ils gèrent bien, je veux dire, nous on est épatés, hein, mais ils gèrent bien, ils s'en fichent, même sur la communication des performances. La performance communiquée n'est pas celle distribuée. Oui, et après il y a un autre sujet, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que comme en fait ils ont collecté, je crois, plus de 600 millions d'euros sur le premier semestre, dans le coup ça leur permet d'être assez serein, à la fois parce qu'on a changé de marché, on est dans un marché vraiment d'acquisition, donc pour le coup celui qui a du cash va se retrouver en position de force, et comme il gère bien, il devrait bien passer l'année 2023. Ah, mais je pense que c'est et tant mieux, parce qu'il y a quand même un paquet de clients derrière. Bien sûr. Et tant mieux, et c'est bien pour tout le monde. Donc moi je comprends pas trop, mais c'est très bien. C'est ça, on ne comprend pas trop, voilà, c'est ce que j'allais dire, on ne comprend pas trop, mais c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de clients et il y aura, comme tu parles, de l'effet de contagion, donc il ne faut vraiment pas justement que ce genre de SCPI prenne l'eau, donc au contraire. Donc pour nous, ce qui est essentiel, c'est de continuer à regarder les flux de collecte, continuer à offrir de la granularité à nos clients. Les SCPI restent un véhicule que nous conseillons à nos clients. Bien sûr, aujourd'hui, on est encore plus qu'avant, mais on l'a déjà fait avant. On est très regardant sur les SCPI sur lesquels on s'investit et on met en place une allocation d'actifs complète avec nos clients de manière à diversifier au maximum le patrimoine des SCPI qu'ils pourraient avoir à brève échéance. Mais c'est un très, très bon moyen d'acquérir de l'immobilier et d'avoir une diversification immobilière. Christian, en tous les cas, on arrive à… Ça fait 1h03 qu'on est ensemble. 1h03, même si on a eu un peu de mal à démarrer. Pour le coup, on a passé 1 heure ensemble. Je crois qu'on a fait un bon tour sur ce marché. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion pour le coup, pour assurer nos clients, pour les conforter dans les SCPI, dans ce qu'on fait dans nos allocations? Bon, en tous les cas, moi, ce que je dirais, c'est que ceux qui portent des parts,
si ça correspond toujours à leurs besoins et leur situation, qu'ils les gardent. Il faut être un petit peu plus prudent aujourd'hui qu'hier, puisque on va dire c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent sans maillot de bain, hein, et là c'est ce qui vient de se passer, très clairement. J'aime beaucoup la métaphore. Je crois que c'est comme ça. On dit quand ils se baignent tout nus, non? C'est pas ça? Oui. T'as pas voulu. T'as été poli. T'as été poli. Ouais, enfin, j'essaye de l'être quelquefois. Non, mais moi, là, je vois ton tableau. Là, je vois, moi, j'aime beaucoup Cap Foncière et Territoire. J'aime beaucoup Cœur de Région. J'aime beaucoup. Alors, tu vois, je vois IFIMO 1. IFIMO 1, c'est le marché du bureau. Et là, sur le marché du bureau, il faut être hyper sélectif. Donc, si vous voulez, si là où on devrait prendre le plus de précautions, même si la société de gestion est bonne, c'est sur le marché du bureau. Ça, très clairement. Les dividendes sur IFIMO vont augmenter cette année. On a pas mal de cash de côté. Ça voudrait donc dire que logiquement, on va baisser le prix de revient au mètre carré sur les acquisitions qu'on va faire l'année prochaine. Très clairement. Mais le risque, par exemple, qu'il y a sur IFIMO, je n'ai pas peur de le dire, j'espère que les gens de Sofidy ne m'écoutent pas, le risque qu'il y a, c'est le marché de contagion, et c'est celui que tu as évoqué plusieurs fois, c'est le fait qu'on soit plus capable potentiellement de gérer les flux. Donc, on l'a toujours fait, on n'a aucun gros porteur dans IFIMO, c'est-à-dire qu'on n'a aucun client qui pèse plusieurs millions, donc on n'a pas de risque de sortie importante, on n'a que des petits clients dans cette SCPI. Donc, si on continue d'en avoir des petits, on va acheter de l'immobilier dans très bonnes conditions. Et je pense qu'on ne va même pas l'acheter cette année. Je pense qu'on l'achètera que l'année prochaine, sauf s'il y a des super coups à faire. Parce qu'on pense qu'il va y avoir d'ici de l'année encore de meilleures opportunités qu'aujourd'hui. Mais globalement, moi, je pense qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut mutualiser les risques et surtout, on achète des SCPI que si ça correspond à son besoin. Et j'ai envie de dire, plus que jamais, être surtout accompagné, vraiment bien accompagné. Ça a toujours été le cas, mais je pense que c'est d'autant plus important maintenant. Quand je dis si on en a besoin, ça veut dire qu'il faut le faire au travers d'un conseil. Et j'espère qu'il y a beaucoup de banquiers pas de banquiers dans l'auditoire. C'est que ça ne s'achète pas au guichet, quoi. Il y a une étude à faire avant. Merci Christian, en tous les cas. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Donc, dans le coup, on se tient à votre disposition avec Hélène pour répondre à toutes vos questions par la suite. Xavier également, qui n'est pas présent ce soir, mais il sera bien sûr disponible pour répondre à toutes vos questions. On a essayé d'être exhaustif. Bien évidemment, ce webinaire sera sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Donc, vous pourrez bien évidemment vous connecter et revoir tout ce qu'on s'est dit ce soir. Ensuite, n'hésitez pas à nous poser des questions au travers de l'équipe ou en direct. On essaiera de répondre à toutes vos questions. On considère aujourd'hui que ça reste un actif très intéressant, qu'il ne faut pas s'en écarter, être prudent et avoir, pour le mot de la fin, j'aimerais qu'on emploie un terme qui me tient à cœur, c'est le bon sens paysan, qu'on soit dans la diversification et qu'on ne soit pas dans l'exagération complète, que ce soit en sortie ou en investissement. Hélène, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est exactement, je suis totalement dans la même ligne que toi. Merci beaucoup en tout cas à Christian et à toi pour ce webinaire. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez besoin. On est vraiment là pour vous accompagner. Donc, et plus que jamais, si vous avez justement des inquiétudes ou quoi, on pourra soit vous rassurer, soit vous dire ce qu'il en est. Mais il n'y a aucune raison parce que justement, on a toujours été là dans les meilleurs conseils. Alors, pour le coup, j'ai mis un petit sondage pour savoir si, bien sûr, ce webinaire vous a plu. On espère que oui. Christian, une fois de plus, on te remercie énormément d'avoir participé à ce webinaire. Pour tes explications. C'est moi qui vous remercie. Ouais, mais merci beaucoup. Je pense que c'est très clair et dans des périodes un peu chahutées, c'est toujours important d'avoir aussi un mot de l'expérience de quelqu'un qui a vécu depuis pas mal d'années ce marché de l'immobilier et de la pierre papier. Merci à tous. On vous souhaite une très, très belle soirée. Et on vous dit à très, très bientôt. À très bientôt. Belle soirée.